Bienvenue donc à ce webinaire sur le FPCI IMO Remploi 3 et donc solutions éligibles du groupe M Capital au 150 0 BTR. Donc Pierre-André Niette, enchanté, et je suis accompagné d'Alice Valette, directrice commerciale du Grand Sud. Bonjour à tous et enchanté du coup à tous et merci pour votre présence ce matin. Quelques petites informations sur notre webinaire. Donc, vos micros sont coupés. Ça ne vous empêche pas de communiquer avec nous via l'espace questions-réponses. Nous y répondrons à la fin du webinaire ou directement sur le chat si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions. Pour le visionnage du replay, évidemment, pour toute personne qui se sera inscrite au webinaire, nous vous enverrons l'enregistrement. Cette réunion est enregistrée. On pourra également vous transmettre du coup le script des présentations que je partage ce matin. Donc, le groupe M Capital, pour nos partenaires qui nous rejoignent ou qui ne nous connaissent pas encore, M Capital Partners est donc une société de gestion indépendante qui a été agréée par l'autorité des marchés financiers il y a un peu plus de 20 ans maintenant, puisque c'était en 2002. Le métier historique de M Capital, c'est le capital investissement et la dette privée. Métier historique que l'on continue d'exercer aujourd'hui, mais sur des mandats institutionnels. Et nous allons voir aujourd'hui donc la partie immobilière du groupe M Capital. M Capital, c'est 8 implantations au cœur des territoires en France, les 8 implantations que vous pouvez voir en bas à droite de l'écran, avec le siège du groupe qui est toujours à Toulouse. M Capital, c'est un peu plus de 60 collaborateurs aujourd'hui, un peu plus de 600 millions d'euros d'actifs gérés, 20 ans d'expérience et un peu plus de 24 000 investisseurs privés, publics et institutionnels. Je vais passer la parole à Alice, qui va vous détailler un peu plus notre métier. Exactement. Au niveau du pôle immobilier, donc M Capital Real Estate, donc nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne de transformation d'un actif immobilier. Nous avons M Capital AM qui va définir et déployer la stratégie d'investissement value add sur le segment de l'immobilier résidentiel, puisqu'on va vraiment faire un focus sur l'immobilier résidentiel, sur le logement, et non pas sur le bureau et le commerce. Ça, c'est un point important. On a M Capital Ingénierie où on va sécuriser la stratégie d'investissement des fonds avec un outil technique, juridique et une assistante maîtrise d'ouvrage. Et ensuite, on a M Capital Property qui va assurer la commercialisation des opérations immobilières ainsi que le suivi du parcours client. Alors, on a été élu par Gestion de Fortune à la 2e place dans la catégorie Société de gestion d'actifs en immobilier et à la 3e place dans la catégorie Plateforme immobilière. Alors, en ce qui concerne notre équipe, l'idée, ce n'est pas de vous présenter tout le monde. En tout cas, les 25 personnes qui composent le pôle immobilier viennent du monde de l'immobilier. Ce sont des personnes qui travaillaient chez des opérateurs. On a également une notaire diplômée au sein de l'équipe. Et c'est vrai que ça nous permet en tout cas une maîtrise d'un point de vue technique au niveau de chaque projet que l'on va financer. Et c'est vrai que c'est un véritable atout pour nous que d'avoir effectivement ces personnes avec cette expérience en immobilier qui composent effectivement l'équipe. Si on regarde notre track record, depuis l'origine, on a financé 146 opérations. 146 opérations financées sur des projets de promotion immobilière et de marchand de biens. Pierre va le détailler un petit peu après. Sur ces 146 opérations, nous avons un rendement annuel moyen cible de 10,3%. Et on a investi un peu plus de 124 millions d'euros. À ce jour, on a remboursé 30 opérations avec succès. Alors, avec succès, ça veut dire qu'on les a remboursées dans la durée et le rendement qui avait été initialement protocolé prévu avec les différents opérateurs pour un rendement annuel moyen net de frais sur ces sorties de 9,4%. Alors, on rayonne sur tout le territoire national. Alors, évidemment, historiquement, de par notre belle région toulousaine, on a démarré avec les opérateurs de la région, mais aujourd'hui, on s'étend vraiment partout en France et on a d'ailleurs 3 business développeurs qui rayonnent tout le territoire pour aller à la rencontre de différents opérateurs et marchands de biens. Vous avez une liste non exhaustive effectivement des différents opérateurs que l'on a financés, notamment le groupe Carrère, on a effectivement Acuprime, on a effectivement financé aussi Réalité et Délice Group. Et on finance donc, on est sur tout le territoire national. Et je passe à Pierre qui va vous parler un petit peu du marché de l'immobilier résidentiel. Merci Alice. Aujourd'hui, le marché, alors on entend beaucoup de choses sur le marché du logement résidentiel aujourd'hui en France. Malgré tout, le marché du résidentiel aujourd'hui reste un marché qui est porté par le décalage entre l'offre et la demande de logement. Pourquoi? Parce qu'on a toujours une demande de logement en hausse du fait de la taille des ménages et de leur augmentation en termes de nombre. Vous avez toujours une offre qui est insuffisante dans les grandes métropoles françaises, un stock de biens à vendre qui reste très bas
Et enfin, des liquidités qui restent importantes sur les marchés et donc une appétence pour les investisseurs sur l'immobilier qui reste malgré tout assez élevée. À ça, on pourrait parler aujourd'hui de ce qui se passe sur le marché avec l'augmentation des taux d'intérêt. Ça a un impact évidemment sur le taux d'usure et donc un impact sur l'éligibilité de certains acquéreurs. On se rend compte que, évidemment, ça pourrait avoir un ralentissement sur le marché, mais qu'en réalité, ça a surtout un effet sur la typologie des acquéreurs qui ont plus un profil à haut revenu aujourd'hui, en tout cas sur le marché actuel. Maintenant, sur tous les projets qu'on analyse, évidemment, chez M Capital, si une baisse des prix devait parfois être nécessaire pour les opérateurs pour liquider leur stock, pour vendre leur lot, on s'assure toujours qu'elle n'impacterait pas qu'elle n'impacterait pas significativement en fait la marge de ces opérations. Et donc en fait, on a des stress cases qui nous permettent d'analyser en fait en fonction d'une certaine baisse du marché immobilier que l'opérateur arrive à mener à bien son opération. Enfin, sur la tendance d'augmentation des prix de revient des opérations, depuis le Covid et la guerre en Ukraine, qui a toujours lieu d'ailleurs, il y a une certaine hausse du prix des matériaux, comme le bois, le plâtre, l'acier. Il y a eu une adaptation en fait des opérateurs, tout simplement. Ils ont revu certains aspects techniques des opérations. Ils ont développé d'autres moyens, d'autres sources d'approvisionnement depuis le temps. Et face à la diminution des chantiers qui a eu lieu sur le second semestre 2022, on se rend compte depuis le début de l'année que les prix pratiqués tendent aujourd'hui à se stabiliser. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils sont en train de baisser. Simplement, en fait, il y a eu une hausse, elle a été significative, mais aujourd'hui, on a une stabilisation des prix au niveau de la construction. Ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui sur le marché, c'est qu'on va avoir des délais plus longs, donc nécessités par l'approvisionnement des chantiers, évidemment, même si ça, c'est aussi un sujet qui a été en partie réglé. Mais il y a aussi une prise en compte des nouvelles normes de construction, c'est la RE 2020, puis la RE 2022, et qui, pour le coup, augmentent sensiblement les coûts de construction. Et enfin, vous avez l'augmentation du prix de l'énergie qui va évidemment impacter nos chantiers. Maintenant, c'est des éléments qu'on prend toujours en compte chez M Capital, et notamment grâce à la partie de l'équipe technique que vous avez présentée à l'INSEE. Enfin, sur les marchés, vous avez des conséquences sur les opérations et sur les opérateurs. Donc, les délais plus longs, on vient d'en parler, qui pèsent sur la trésorerie des opérateurs, et des marges potentiellement plus étroites. Maintenant, c'est pour ça, sur ces marges plus étroites, qu'on va analyser via les stress cases, comme on l'a vu précédemment, que ça ne va pas impacter significativement ou trop significativement l'opération et donc l'opérateur. Sur les délais plus longs qui pèsent sur la trésorerie des opérateurs, c'est aussi la raison pour laquelle on a rallongé certaines durées d'opération. On prend un peu plus de marge sur la durée des obligations qu'on vous propose. Et enfin, au niveau de l'année 2023, on a une attente en baisse en termes de nombre de transactions, que ce soit sur l'ancien ou sur le neuf. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le marché offre beaucoup de profondeur. Donc, pour un marché comme le nôtre, il y aura toujours des fonds propres à les financer sur ces opérateurs et des opérateurs qui restent solides sur des emplacements qualitatifs. Donc, évidemment, on doit être très vigilant et très attentif en fait au type d'opérateur qu'on va les financer. Vous avez des acquisitions en bloc d'immeubles qui peuvent devenir obsolètes. Donc, il y a des réhabilitations à faire, des reventes à la découpe. Il y a aujourd'hui un marché de plus de 7 millions de logements qui sont notés F ou G. Voilà, donc ça laisse une profondeur de marché là-dessus. Des constructions de résidences sur les zones tendues. Et enfin, un marché qui nous intéresse énormément chez M Capital aujourd'hui, qui sont les marchés avec des nouveaux usages, comme le co-living. On a d'ailleurs un projet en cours sur lequel le FPCI, on y reviendra plus tard, va investir prochainement, et qui procure à la fois des logements abordables, flexibles, sur des populations mobiles qui ont des moyens limités, notamment les jeunes actifs ou les étudiants. Et évidemment, toujours sur ce marché, vous avez les emplacements premium qui ont toujours des très bons taux d'écoulement sur les petites surfaces avec des actifs gérés de type résidence étudiante et résidence senior. Du coup, le marché et la prise en compte de ce marché sur notre stratégie d'investissement, c'est ce qu'on vient quelque part, on résume ce qu'on vient de se dire, c'est une vigilance accrue sur la santé financière des opérateurs,
la diminution des projets de promotion immobilière, donc au profit des opérations de marchand de biens. Pourquoi? Parce que ces opérations vont bénéficier de quotes-parts de travaux amoindris et de marges plus élevées. Donc, ça va un peu plus rassurer nos investisseurs. Enfin, vous avez un renforcement des exigences en matière de bouclage d'appel d'offres. Ça, c'est aujourd'hui un point qu'on analyse et qu'on observe très précisément. Et un rallongement des délais de nos opérations. Maintenant, aujourd'hui, chez M Capital, on arrive à maintenir un deal flow qui est très dense, avec une forte sélectivité. On y reviendra aussi tout à l'heure, je crois que c'est Alice qui vous le présente. Et on cherche aujourd'hui, de manière très forte, à renforcer nos garanties sur les procédures de contrôle des flux. Effectivement, on a pris en compte dans notre stratégie aussi, comme tu le disais, on a rallongé tous nos délais, on a mis en place des prorogations sur tous les groupes de façon automatique, chose qu'on ne faisait pas forcément avant la période effectivement du Covid et de la crise ukrainienne. Et on a mis aussi de façon automatique des intérêts de retard de 5% par an, au-delà de la prorogation, toujours pour aussi rémunérer nos investisseurs et aller en ce sens. Donc, effectivement, on a une vigilance plus accrue. On avait une vigilance, mais là, effectivement, elle a été renforcée face au contexte. Merci Annie. Du coup, je vais te laisser la parole sur la stratégie d'investissement. Merci. Du coup, effectivement, aujourd'hui, chez M Capital, on privilégie donc les projets à fort potentiel de création de valeur, à savoir des opérations, on va financer des opérations de rénovation. On entend par rénovation un marchand de biens qui détient un actif, un immeuble, qui va rénover, découper, qui va revendre. Ça, voilà, on englobe dans des opérations de marchand de biens. On va également financer des opérations de réhabilitation et de transformation. Pareil, qu'on englobe dans des opérations de marchand de biens. On a un actif existant. On va, par exemple, transformer un immeuble de bureau ou un commerce, donc un logement. Ça peut être également des opérations de transformation, comme l'a dit Pierre, sur du co-living, où là, on a une maison. On va créer des unités de co-living. Donc, voilà, donc là, sur les opérations de marchand de biens, on va être sur des durées de 12 à 18 mois, des durées plutôt courtes, avec un actif existant. Et on va également financer des opérations de promotion immobilière, où là, on est sur de la création pure, on a un foncier, on construit. Alors, sur les opérations de promotion immobilière, effectivement, on a rallongé un petit peu les délais, donc on est sur des durées entre 24 à 36 mois, qui tend plus sur le 36 mois, puisqu'effectivement, avec le taux d'écoulement qui est un petit peu plus lent peut-être qu'auparavant, donc on est sur des durées de 24 à 36 mois. En tout cas, entre 12 à 36 mois, on va pouvoir vous proposer de financer des opérations de marchand de biens et de promotion. Et nous allons réaliser ces investissements au niveau des structures de projet selon deux modalités d'intervention. On va investir, donc, soit vos clients vont investir soit en obligation, soit en action. Donc, soit on va établir des émissions obligataires avec les promoteurs sur la partie sur des obligations. La différence entre les deux, c'est qu'au niveau de l'obligataire, votre client bénéficie d'une priorité sur la marge. Et on bénéficie également de garanties données donc par les opérateurs. Ici, on va avoir des objectifs de performance de 8 à 11% par an, capés, connus dès l'origine, prédéterminés et versés in fine, c'est-à-dire au terme de la durée, donc au terme des 12 à 36 mois. Et ensuite, on va avoir des deals en action, des projets en action, où là, concrètement, le client est actionnaire aux côtés de l'opérateur. Donc ici, le client va avoir sa performance effectivement directement liée à la marge de l'opération. Ici, on ne retrouve pas effectivement de priorité sur la marge puisque notre client est actionnaire et la garantie effectivement pas forcément donnée par l'opérateur avec des objectifs de performance ici supérieurs à 15% et versés in fine au terme. Donc, on est plutôt sur une stratégie obligataire et action, sachant qu'on va le voir au niveau de notre FPCI, on va plutôt se situer effectivement sur des deals en action. Au niveau de nos solutions d'investissement, donc là, du coup, on va vous présenter de façon globale notre offre. On sort un petit peu du champ de notre fonds éligible à l'article 150 €. On a effectivement, au niveau de notre offre, des solutions d'investissement avec un ticket d'entrée minimum à 5 000 €. L'avantage de notre offre, c'est qu'on a un ticket qui est à 5 000 €. On va avoir plusieurs profils clients. On a un profil de clients particuliers, où là, on va pouvoir proposer effectivement à des clients particuliers une diversification dans le cadre d'une allocation immobilière, où on va aller chercher du rendement. On va avoir une offre entreprise où effectivement, on va pouvoir proposer notre offre pour placer de l'excédent de trésorerie et pour également répondre à la problématique donc, du report d'imposition, on va le voir grâce à notre fonds. On va également pouvoir travailler avec des family office puisqu'on a aussi la possibilité de créer des clubs deal clés en main dédiés. Et on va également travailler avec les institutionnels. En tout cas, avec les conseillers en gestion de patrimoine, on va avoir deux offres. Une offre via une plateforme Builder qui fait partie du groupe sur laquelle on va pouvoir proposer à vos clients d'investir directement deal by deal.
donc sur des durées liées au cycle du projet de 12 à 36 mois, avec des rendements cibles de 8 à 12% par an versés in fine. Ça, c'est le Deal by Deal, donc notre plateforme d'investissement Builder sur laquelle vos clients, à partir de 5 000 euros, peuvent investir, clients particuliers ou clients entreprises, où on va aller chercher du rendement. Et ensuite, on a nos fonds, où là, on a effectivement un FCPR Select Promotion, on a un fonds où on va chercher du rendement. On est sur une durée de 4 à 5 ans, on va chercher 7% de rendement. Et on a également notre fonds, l'objet du webinaire ce matin, le FPCI Emploi 3, sur lequel on va répondre à la problématique du report d'imposition, puisque le fonds est éligible à l'article 150 BT. Donc voilà, on a une offre fonds et on a une offre effectivement deal by deal au travers de notre plateforme d'investissement. Et je te laisse la main, Pierre. Sur le processus d'intervention. Très bien. Alors, le processus d'intervention, donc on a une équipe. C'est pas grave. Je continue sinon. Non, bon, comme tu veux. Je continue. Alors, du coup, sur le processus d'intervention, donc on va avoir la même méthode que ce soit sur les clubs deals ou sur les fonds, où effectivement, on va avoir notre équipe de business développeurs qui vont nous apporter effectivement l'opportunité, donc qui vont effectivement nous apporter le deal sourcé auprès des différents opérateurs. On va nous décider en comité d'engagement d'engager ou pas du temps pour préparer un dossier d'investissement. Et donc, ensuite, ça passe à un comité d'investissement. Le comité d'investissement permet effectivement, on va faire une analyse financière de l'opérateur, du projet, une étude commerciale. On va également faire une étude financière de l'opération. Puis ensuite, ça va passer à un comité juridique. Au niveau du comité juridique, c'est là où on va effectivement mettre en place toutes les garanties, que ce soit avec des fiducies, mettre en place des hypothèques, des sûretés réelles. En tout cas, là, au niveau du comité juridique, on va dire qu'on met en place effectivement les garanties pour ensuite passer à un comité de déblocage. Au niveau du comité de déblocage, c'est là où on va revoir toute la documentation juridique, financière et la documentation au niveau des investisseurs. On va passer ensuite en phase de collecte. Vous voyez, entre le moment où on source une opération et on collecte, la durée minimum, elle est de 2 à 3 mois. Donc, et que ce soit via les clubs deals ou au travers des fonds, on a exactement le même processus et la même stratégie pour tous les projets effectivement que l'on va financer. Et d'ailleurs, au niveau de nos chiffres, Pierre le disait au départ, on a un taux de sélectivité aujourd'hui qui est assez élevé puisqu'on a un taux de sélectivité de 15%. Aujourd'hui, par rapport à tous les projets qui nous ont été apportés, on a sélectionné 15% des projets apportés. Donc, vous voyez qu'effectivement, on tient vraiment à conserver ce taux de sélectivité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans un objectif où effectivement d'avoir un deal flow toujours plus important. Et c'est pour ça d'ailleurs que les business développeurs effectivement vont à la rencontre sur tous les territoires des différents opérateurs pour apporter des projets et pour toujours conserver cette sélectivité au sein de nos deals. Du coup, juste petite parenthèse, oui. Juste le temps de laisser Alice boire peut-être un petit peu d'eau parce qu'elle enchaîne beaucoup. Merci à elle. Sur l'apport session, on va revenir un peu sur ce qu'est l'apport session et l'article 150 BTR avant de passer à la solution d'investissement. Tout à fait. Je te laisse continuer du coup. Du coup, on a voulu effectivement faire un petit récapitulatif, en tout cas, des conditions du réinvestissement au niveau de l'apport session. Aujourd'hui, concrètement, il faut qu'effectivement une holding ait été créée en amont, dans lequel les titres ont été apportés. Et du coup, le réemploi, suite à cette cession, doit être fait dans un délai de 2 ans à compter de la cession et doit être réinvesti au moins 60% du produit de la cession dans une activité économique. Évidemment, on a créé le fonds, Pierre le détaillera, le FPCI Emploi 3. Ce fonds donc est éligible à l'article 150 BTR et fait donc partie de ces fameux 60%. Après, les 40% peuvent être réinvestis de façon tout à fait libre. En tout cas, il faut au moins 60% et vous avez un délai de 2 ans à compter de la cession. Donc ça, c'était important de le rappeler. Également, vous rappelez que ce réinvestissement doit être conservé pendant une durée d'au moins 12 mois. Ça, c'est le cas dans des clubs deals en direct ou par exemple, même en immobilier dans des clubs deals directs, ou 5 ans dans nos fonds, dans les fonds. Donc, vous ayez en tête, je ne l'ai pas suivi, donc c'est 12 mois au direct et 5 ans au niveau du fonds. Et effectivement, il est important d'expliquer que la holding doit être créée avant qu'effectivement la cession ait lieu au niveau donc, de vos clients, si vous l'accompagnez. Au niveau du modalité de réinvestissement, alors,
l'idée, c'est effectivement que vous puissiez avoir une liste, en tout cas, des activités surtout exclues. Souvent, on nous pose la question est-ce que la partie immobilière, suite à une cession au niveau des activités civiles ou activités en lien avec l'immobilier, ça ne rentre pas effectivement en compte dans le réemploi. On est vraiment sur des activités commerciales et effectivement, on est aujourd'hui, alors vous avez une liste, on vous enverra effectivement la liste, mais la partie immobilière sort du champ en fait effectivement du réemploi, sachant que aujourd'hui effectivement il faut que votre client s'engage à réinvestir 60% du produit effectivement dans des activités dites éligibles, activités dites commerciales. Donc notre fonds est éligible à l'article 150 BPR, donc ça rentre dans le cadre des 60%. On a d'ailleurs une note fiscale qui est fournie effectivement transmettre à vos clients qui, effectivement, attestent de l'éligibilité de l'article 150 BPR au niveau de notre fonds. Et surtout, ce qui est important, notamment au niveau des activités autorisées, puisque ça peut être aussi, on a souvent le cas au niveau de l'activité immobilière, effectivement, les activités de marchand de biens et de promotion immobilière, hôtelière et parahôtelière, rentrent effectivement dans le cadre de l'éligibilité des activités dites commerciales qui rentrent effectivement dans le cadre du réemploi. Donc, effectivement, notre fonds est éligible effectivement à l'article 150 BPR, puisque ça rentre bien dans le cadre donc du réemploi. Donc, voilà, ça me paraissait important effectivement de lister, de revoir effectivement, vous rappeler que donc votre client donc a 2 ans pour investir et qu'il doit réinvestir 60% du montant de sa plus-value dans des activités éligibles pour bénéficier de ce report d'imposition. Et donc je laisse la main à Pierre sur ce qui vous intéresse sur notre fonds, effectivement le FPC Imo Remploi 3. Merci beaucoup Aline. Donc on va voir d'abord les points clés du FPC Imo Remploi 3. C'est d'abord l'avantage d'avoir un portefeuille avec au moins 20 sociétés dédiées à la réalisation d'opérations immobilières qui sont ciblées. Vous allez avoir un rendement cible de 7% par an net de frais pour l'investisseur. Une durée qui est de 5 ans, prorogeable 1 an. Ça permet de réaliser au moins 2 cycles d'investissement successifs et de potentiellement sortir dans les bonnes conditions. Et évidemment, l'éligibilité au remploi des plus-values de cession, comme vient de vous le démontrer Annelise. Les caractéristiques un peu plus précises donc, sur ce fonds, la date de lancement donc, elle a été faite le mois dernier. Le sous-jacent, ce sont les sociétés dédiées à la réalisation d'opérations de promotion immobilière ou de marchand de biens ciblés, mais également de co-living, comme on l'a mentionné un peu au début de la présentation. Vous avez un minimum de souscription qui... Excusez-moi. Vous avez un minimum de souscription qui est un ticket de 100 000 € sur ce fonds. La fin de la commercialisation qui aura lieu fin octobre 2023. Et enfin, donc la durée du fonds qu'on a vu, donc de 5 ans plus 1 an prorogeable. Des droits d'entrée qui vous sont intégralement rétrocédés, que vous pouvez mettre de 0 à 5%, c'est à votre main. Les frais de gestion qui sont de 3% par an, dont 1% qui vous sont rétrocédés. Et enfin, l'objectif de rendement qu'on a déjà vu de 7% net de frais pour l'investisseur. On limite l'enveloppe maximale de ce fonds à 15 millions d'euros pour des sujets de bon investissement et pour être sûr de sourcer les bons deals en action, parce que c'est aussi plus à risque potentiellement que l'obligation, comme tu l'as vu sur les stratégies taux et value. Donc, c'est un fonds qu'on sache bien investir. Effectivement, qui est majoritairement en action. Exactement, pour rester éligible en fait justement aux 150 BPR, d'où l'intérêt d'aller investir notamment sur des sous-jacents comme le Colibri. Tout à fait, parce qu'effectivement, c'est comme tu fais. Voilà, au niveau de la fiscalité, bon, vous l'avez compris, j'espère après la présentation d'Annelise que vous l'avez compris, l'éligibilité au remploi des plus-values de cession en report d'imposition, donc le fameux 150 BPR, les plus-values éventuelles seront soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Juste peut-être une petite précision au niveau du rendement. On est sur un rendement qui est versé in fine, au terme du fonds. Donc, entre la 5e et la 6e année, il n'y a pas de coupon de distribution annuelle. C'est vrai, j'ai oublié de le préciser, merci. Et du coup, c'est un fonds effectivement majoritairement en action. Et après, vous pouvez souscrire un oui. Ah oui, effectivement, au niveau de la souscription, tout le process de souscription est digitalisé aujourd'hui. Donc, vous pouvez le faire en ligne avec vos clients.
Effectivement, c'est une convention signée entre votre cabinet et M Capital. On vous ouvre un accès et après, effectivement, vous pouvez directement faire la signature électronique avec vos clients en mettant en place donc effectivement un virement, ce qui, a priori, est effectivement pratique aujourd'hui. Et par contre, le prélèvement n'est pas possible. Non, le prélèvement sur le compte n'est pas possible. Forcément un virement depuis le compte de votre équipe. Et là, on est sur le 3e millésime. Effectivement, on sort un millésime tous les ans. Donc, on a effectivement la stratégie d'investissement qui est effectivement sur de l'immobilier résidentiel. On le répète, mais on n'est vraiment pas sur du bureau de commerce. On est sur du logement, logement avec des opérations de transformation. Et c'est vrai qu'au niveau du fonds, on va être sur des opérations de transformation avec notamment des opérations de co-living puisqu'on travaille avec un opérateur sur ce sujet-là, d'acheter une maison dans les métropoles que l'on va transformer en créant des unités de co-living. Avec un gestionnaire. Exactement, parce qu'on croit fort à ce marché et qu'effectivement, on est sur des achats avec des biens effectivement qui sont avec des prix plutôt, on va dire, des maisons à 350 mètres carrés avec des prix avantageux. On fait une réhabilitation, une transformation et ensuite on loue effectivement ces unités de co-living et on tend vers ça. En tout cas, on est sur des opérations de marchand de biens essentiellement sur le fonds. Exactement. Merci beaucoup. Du coup, on revient un peu sur les millésimes précédents. Le FPCI Immo-Remploi 1, donc, qui a été le premier millésime de nos FPCI. On a financé 32 opérations sur 20 opérateurs différents, donc une belle diversification sur ce fonds. Le rendement de 7% de rendement annuel cible, net de frais pour investisseurs est respecté. Vous avez malgré tout un rendement embarqué au sein du fonds de 14,8%. Donc évidemment, vous avez des deltas en fonction des réinvestissements et de la durée qu'il faut pour réinvestir, pour rouler les opérations. Et vous avez une durée moyenne maximum prévisionnelle de 22 mois. Une diversification. FPCI est sur entre 2 à 3 cycles. Donc en fait, le fonds investit en une moyenne dans 20 opérations. Ces opérations sont remboursées dans le fonds. Là, nos clients ne touchent rien. On réinvestit de nouveau dans 20 opérations et ça, on fait 3 cycles successifs. Alors, on va être entre 2 à 3 cycles selon les projets. Selon les durées. Exactement, selon les durées. Et donc là, effectivement, on imagine un fonds très diversifié entre 60 à 80 opérations au sein du fonds. Puisque vous voyez, là, on est sur le premier cycle d'investissement. Certaines opérations ont été remboursées, on va le voir. Mais, voilà. Et on est déjà sur 32 opérations. Exactement. Donc, on est vraiment... une diversification sur à nouveau, en fait, même taille de projet, donc environ sur un peu plus de 60 opérations. Tout à fait. Et effectivement, le rendement annuel moyen embarqué, c'est le rendement brut avant tout frais, alors qui va certainement diminuer, puisqu'en fait, ce qui coûte au niveau du rendement, c'est effectivement l'investissement au sein du fonds, c'est-à-dire le fait de ne pas investir tout de suite. Donc, dès qu'effectivement les opérations sont remboursées dans le fonds, c'est pour ça que nos équipes de business développeurs nous apportent des deals de façon récurrente, et en tout cas, on a un deal flow assez dense pour investir tout de suite. Donc voilà, mais en tout cas, ça démontre aussi notre capacité à investir tout de suite, à avoir un rendement élevé. Et effectivement, l'objectif de rendement cible de 7% net de frais aujourd'hui, que ce soit sur le FPCI Immo-Remploi 1 et 2, et pour l'instant maintenu, en tout cas avec les deals investis pour l'instant. Merci beaucoup. Un petit point également sur le FPCI Immo-Remploi 2, donc évidemment qui est un petit peu plus récent que son prédécesseur. Vous avez malgré tout 21 opérations qui sont déjà investies sur 16 opérateurs différents. Toujours le même rendement annuel cible pour l'investisseur qui est de 7%, avec un rendement annuel moyen embarqué de 13% malgré tout, et enfin une durée moyenne de 23 mois. Donc, on est sensiblement sur les mêmes chiffres que le FPCI Immo-Remploi 1, et on espère que ça se passera aussi bien pour le FPCI Immo-Remploi 3, parce qu'aujourd'hui, nos équipes de gestion ont clairement démontré qu'on gère très bien en fait, ce type de produit. Quelques exemples. Alors, ça, de toute façon, vous les retrouverez dans la présentation qu'on vous enverra. C'est quelques exemples d'opérations qu'on a financées sur les FPCI Immo-Remploi 1 et 2. Donc, vous voyez que on est sur toute la France. Vous allez avoir à la fois, évidemment, un exemple de projet qu'on a financé autour de Toulouse, qui est le château de Morins. Vous allez avoir une opération au cœur du Vieux-Lille, une opération dans le sud-est, parce qu'il y a quand même pas mal d'opérations et pas mal
d'opérations de marchand de biens, notamment, qui se font là-bas, notamment au niveau de la réhabilitation. Et enfin, une opération en Île-de-France, à Montreuil, juste à côté de Paris. Avec l'opération de marchand de co-living, vous voyez, on a effectivement des opérations de co-living et on est très diversifié d'un point de vue national, vous voyez, d'un point de vue secteur géographique, et on a des rendements qui vont entre 11 à 20, voire 30%, puisqu'on est vraiment sur de l'action, donc sur des rendements bien plus élevés que ce que l'on pourrait avoir sur de l'obligation, sur d'autres produits obligataires. Avec une vraie spécialisation de M Capital sur le marché résidentiel et sur la réhabilitation. Tout à fait. Donc là, je ne vais pas vous les présenter, mais que vous puissiez voir, effectivement, on a des opérations de marchands et également des opérations de promotion immobilière situées également sur tout le territoire national, avec des rendements tout de même entre 10 à 12% sur la promotion, ce qui permet une diversification géographique et des opérateurs, tant sur les marchands que sur la promotion. Exactement. Les sorties, donc ça, c'est des opérations qu'on a financées via nos deux véhicules. Là, en l'occurrence, le premier véhicule, donc des opérations qui sont déjà sorties, qui sont très bien passées et qui ont permis en fait de réemployer les fonds sur de nouvelles opérations et donc de diversifier encore un peu plus Tout à fait. le risque. C'était des durées très courtes d'opérations de marchand de biens, vous voyez, avec des durées d'investissement entre 10 à 12 mois. C'est pour ça que sur le fonds, effectivement, on va très certainement avoir 3 cycles successifs au niveau du fonds de réemploi, parce que sur les opérations de marchand de biens, effectivement, on est sur des durées courtes, avec des rendements et des plus-values totales investisseurs, vous voyez. Sur du 12 mois maximum. Voilà, plutôt intéressant. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a notre rendement brut de 14%, effectivement, au niveau du FPCI. Alors, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. On a été un peu plus rapide que ce qu'on vous avait promis. Maintenant, on va vous laisser poser quelques questions. Je vois qu'on en a déjà une. Quel est l'impact de la hausse des taux d'emprunt sur la viabilité des opérations ciblées? Au niveau de la hausse des taux d'emprunt, vous voulez, je pense, faire référence. Oui, c'est ce qu'on a vu un peu sur la partie marché. Oui, je pense. Alors évidemment, il y a une hausse des taux d'emprunt, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on voit que ça crée un ralentissement sur le nombre de personnes éligibles à l'achat immobilier. Et donc, on pourrait se dire qu'il va y avoir un ralentissement assez fort sur l'achat du neuf. Or, en réalité, on s'aperçoit aujourd'hui que malgré tout, il y a des stocks qui sont assez bas en fait, sur le logement neuf et qu'en fait, ça a surtout un impact sur la typologie des acheteurs. Donc, effectivement, il y a moins de personnes qui peuvent acheter aujourd'hui, mais on se rend compte quand même qu'il y a un dossier sur deux qui se finance au niveau du crédit. Le taux d'usure a été revu par le gouvernement récemment. Et c'est ce qui permet en fait de relancer un petit peu la machine. Il y a eu un ralentissement pendant quelques mois, on ne va pas se mentir. Maintenant, il y a des personnes, on va dire, à plus fort revenu qui ont continué d'acheter parce qu'il y a il y a toujours une envie du marché, en tout cas en France, d'aller investir sur le résidentiel parce que c'est un placement qui est globalement résilient face aux crises. Et donc, vous avez toujours des investisseurs là-dessus. Après, ce n'est pas tant la viabilité, on va dire, c'est plutôt effectivement les durées se sont rallongées. Et effectivement, les opérateurs ont pris en considération qu'on mettait plus de temps pour écouler effectivement les lots. Et nous aussi. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure qu'on a aussi rallongé la durée de nos financements en fait, vis-à-vis des opérateurs. Et effectivement, avec notamment les promoteurs, de toute façon, on intervient quand les opérations sont déjà pré-commercialisées à 40-50%. Et pour les marchands, effectivement, on fait nos stress scénarios où effectivement, on imagine baisser les prix de 25% pour voir l'impact sur le chiffre d'affaires, donc sur la marge, et pour voir quel est l'impact justement, quelle est la proportion des intérêts à servir à nos investisseurs par rapport à la marge. Puisque normalement, on prend en considération qu'un opérateur, quand il vient nous voir, le coût de faire appel à nous entre les intérêts à servir à nos investisseurs et les honoraires de structuration à servir à nos investisseurs, c'est à peu près 25% de sa marge. Donc, ce qu'on fait quand on fait effectivement les stress tests et les analyses, c'est qu'on ne représente pas, que les intérêts à servir à nos investisseurs ne représentent pas trop, et c'est ce qui fait qu'on va décider de financer un projet ou pas. Vérifier que l'opérateur est en capacité d'avoir un impact marché en fait, sur son opération. Et ça, c'est notre but.
Écoutez, donc, Eric, j'espère qu'on a répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, je sais pas, sur le réemploi, sur la stratégie d'investissement, ou est-ce que c'était clair? Bon, a priori, il n'y a pas de questions. Pour le moment, à part la question d'Eric, on a des remerciements de la part de Anne. Merci à vous. On va vous laisser encore quelques instants. Alors, les opérations financières ont-elles également recours à de la dette bancaire et du coup, quelle est la part de l'équité du fonds? Alors, oui. Il y a recours à la dette bancaire. Alors, par contre… Et quelle est la part de l'équité du fonds? Alors, en fait, nous, quand l'opérateur vient nous voir, on va financer donc les fonds propres auprès de l'opérateur, soit un marchand de biens ou promoteur, d'accord? On ne remplace pas la banque, donc on vient aux côtés de la banque. Oui, il y a de la dette au niveau du fonds, au niveau du projet. Par contre, quelle est la part de l'équité du fonds? Le fonds, lui, va investir dans chacun des projets et donc apporter les fonds propres requis pour chaque opérateur. Et alors, on a une autre question. La hausse des taux d'intérêt augmente-t-elle le rendement des opérations? Alors, quand vous parlez du rendement des opérations, vous parlez du rendement pour l'investisseur, j'imagine? Je pense, oui, c'est comme ça que je l'entends aussi. On se rend compte, on se rend compte aujourd'hui que sur le marché, effectivement, et nous également, il y avait eu une tendance à la baisse du taux de rentabilité pour les investisseurs sur ce marché. Tendance qui est plutôt haussière maintenant, parce qu'on est de plus en plus en train de tendre vers le 8,5, 9% de rentabilité sur les projets builder. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est clairement en train de retendre plus vers du 9,5, 10 de rentabilité annuelle pour les investisseurs. Donc oui, mécaniquement, on n'est pas du fonds euro, hein, vous l'avez compris. Donc il y a un delta rendement-risque qui est à respecter, et les opérateurs l'ont compris également. Et donc effectivement, on arrive à retendre vers du 10% de rentabilité annuelle. J'espère que c'est dans ce sens-là en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris votre question. J'espère qu'on y répond. Alors, juste pour préciser effectivement à monsieur Éric Chopon, effectivement, le fonds, lui, va investir et détenir les actions de chaque projet, parce qu'en fait, c'est un fonds qui est en action, d'accord? Projet qui, lui, va avoir effectivement de la dette auprès donc d'organismes bancaires, que ce soit pour des promoteurs ou des marchands. Donc, le fonds, lui, détient effectivement des actions de chaque projet, si c'est clair. Alors, si je résume, moins de cycles d'investissement, peut-être 2 au lieu de 3, mais plus de rentabilité, ce qui permet de maintenir le rendement cible. Alors, en fait, l'histoire des cycles, non, c'est-à-dire quand on a une durée de 5 ans à partir de la dernière souscription, on va être sur une durée au terme qui va être en 6, maximum 7 ans. Du coup, c'est clair que sur des opérations de marchand, vous avez vu, 12 mois, on va forcément faire plusieurs cycles, on va peut-être même faire 4 cycles sur un certain montant. Mais peut-être que si on a des opérations de promotion, on ne fera que 2 cycles. En tout cas, l'idée, c'est effectivement de rester dans le cadre, donc, dans la limite, donc, on s'est fixé de 5 ans plus 1 à partir de la dernière souscription. Donc, ce n'est pas tant la durée, c'est pas tant le fait de se dire on aura moins de cycles d'investissement. Ça va dépendre des opérations qu'on va sourcer très clairement. Enfin, parce qu'effectivement, on a parlé du fait qu'on allait rallonger les durées puisque les opérateurs mettaient un peu plus de temps à écouler les opérations. Maintenant, si on se situe un peu plus sur des opérations de marchand de biens, on a vu aussi que les opérations de marchand de biens étaient plus courtes. Donc, il est possible de faire 3 cycles d'investissement dans ce cas-là, comme les exemples de marchand de biens, les opérations sur 12 mois qu'on vous a cité tout à l'heure. Donc, oui, d'un point de vue très général, on va rallonger les durées, d'accord? Peut-être que des durées qui étaient à 8 mois avant vont passer à 12, des durées de 12 mois vont passer à 16. Maintenant, ça va vraiment dépendre de la typologie des opérations qu'on finance. Ce serait essentiellement, on se dit, des opérations de marchand de biens quand même au sein du fonds, puisque effectivement, les opérations de marchand de biens sont des activités commerciales, les opérations de promotion aussi, mais en tout cas, ce sera plutôt un fonds effectivement avec un peu plus d'opérations de marchand de biens. C'est pour ça qu'on partira plutôt sur du 2 cycles sur les opérations de promotion, mais du 3 cycles pour les opérations de marchand. Exactement.
Merci à vous également. Merci Bertrand et très bonne journée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si on a répondu à vos interrogations. En tout cas, merci pour l'échange, merci pour votre présence ce matin. Vous recevrez un mail du coup avec le replay et la présentation, le support de présentation. Exactement. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, normalement, il y a une petite slide sur l'équipe commerciale. Pardon. Donc, Annelise Valette et moi-même que vous connaissez désormais. Il y a également Vincent Lachaine sur la partie nord de la France avec qui je partage cette zone, que vous pouvez contacter si vous avez la moindre question, notamment sur le front FPCI. On est également accompagné de Christophe Morel, qui est donc responsable de la plateforme Builder, accompagné de Kera Benyamina, qui nous accompagne sur tout ce qui est middle et back-office dans l'accompagnement des partenaires et de leurs clients. Et enfin, évidemment, tout ça chapeauté par Karine Morel, qui est la directrice générale associée de Capital et Builder. Merci à vous. Merci à vous. Très bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir.